L'histoire racontée dans la vidéo d'aujourd'hui s'est déroulée dans une ville appelée Daegu, située dans le sud-est de la République de Corée. Cette ville est nichée dans une vallée, entourée de chaînes de montagnes de faible altitude. Dans le district occidental de Daegu, nommé Dalseo, se dresse une petite montagne appelée Hwaryong, qui culmine à environ 300 mètres d'altitude. C'est là qu'a eu lieu l'un des événements les plus marquants de l'histoire du pays. Pour bien comprendre les événements, il convient de remonter au tout début, c'est-à-dire au mardi 26 mars 1991. Bien que ce jour n'ait pas été officiellement férié, il a pris des allures de fête, car les premières élections parlementaires locales se tenaient dans toute la République de Corée après la chute de la dictature militaire. Pour tous les enfants et adolescents, une journée passée loin des bancs de l'école représentait une expérience joyeuse et inoubliable. À 8h20 du matin, 6 garçons se retrouvent dans la cour pour jouer. Il s'agit de Kim Jong-sik, âgé de 9 ans, Park Chang-in, 10 ans, Kim Young-gyu, 11 ans, Cho Ho-young, 12 ans, Woo Chul-won, 13 ans, et Kim Dae-ryong, 9 ans. Ils fréquentaient tous différentes classes de l'école élémentaire Seonseo, à Daegu, près de la montagne que j'ai déjà évoquée, et leurs maisons étaient situées dans des villages voisins. Peu après leur rencontre, les garçons commencèrent à jouer près de la maison de Cho Ho-young. Cependant, à un certain moment, un jeune homme qui habitait l'une des maisons voisines s'approcha d'eux. Il était sorti pour les réprimander et leur ordonner d'aller jouer ailleurs. Finalement, les garçons se rassemblèrent et se mirent à discuter de ce qu'ils allaient faire. Après un moment, l'un d'eux proposa de se rendre au mont Hwaryong afin d'y chercher des œufs de salamandre tacheté. Pour mémoire, la salamandre tachetée est un amphibien qui vit dans les petites forêts et les collines d'Europe occidentale, méridionale et centrale, ainsi que dans le nord du Moyen-Orient. Elle pond généralement entre 10 et 60 œufs à la fois. Après s'être mis d'accord sur leur destination, Kim Dae-ryong rentra chez lui pour prendre son petit déjeuner et informer ses parents de ses projets. Cependant, ses parents estimèrent que la montagne n'était pas un lieu approprié pour jouer et lui demandèrent de rester à la maison. Pendant ce temps, les 5 autres garçons préparèrent tout ce dont ils avaient besoin, puis se retrouvèrent pour partir à la montagne. La matinée s'écoula rapidement et il fut bientôt midi. Ne voyant pas revenir les garçons, leurs parents pensèrent qu'ils étaient simplement absorbés par leur jeu et ne s'inquiétèrent pas davantage. Ce ne fut qu'à 19h30 que la mère de Kim Young-gyu, occupée aux tâches ménagères depuis le matin, commença à s'inquiéter sérieusement pour son fils. Elle scruta l'extérieur par la fenêtre, espérant l'apercevoir, mais un silence inquiétant régnait, et il n'y avait aucune trace de lui. Il faisait déjà nuit, et bien que l'endroit où les garçons s'étaient rendus ne fût pas très éloigné et qu'ils le connaissèrent bien, il paraissait étrange qu'aucun d'entre eux ne soit encore rentré à la maison. Plus la mère de Kim Young-gyu y pensait, plus son inquiétude grandissait. Elle décida finalement de quitter la maison pour se rendre chez les amis de son fils et vérifier s'il s'y trouvait. En chemin, elle aperçut plusieurs personnes debout au milieu de la route, en pleine discussion. En s'approchant, elle reconnut les familles des autres garçons qui, comme son fils, étaient partis se promener dans la montagne. Après quelques instants, ils allumèrent des torches et se mirent à rechercher les enfants. Après plusieurs heures passées à arpenter la montagne, les parents redescendirent et signalèrent la disparition au poste de police. Toutefois, les policiers expliquèrent qu'ils ne pouvaient pas commencer les recherches immédiatement. Comme je l'ai mentionné précédemment, des élections se déroulèrent ce jour-là dans tout le pays, et la grande majorité des policiers étaient mobilisés dans les bureaux de vote. De plus, il s'était écoulé moins de 24 heures depuis la disparition des garçons, et l'officier de service tenta de rassurer les parents en leur affirmant que les enfants allaient probablement rentrer chez eux d'un moment à l'autre. Insatisfaits de l'inaction de la police, les parents décidèrent de retourner dans la montagne afin de poursuivre les recherches. Cette fois, ils furent rejoints par d'autres habitants du village. Vers 3 heures du matin, tous les participants, exténués, furent contraints de rentrer chez eux. Le lendemain, plus de 300 personnes, parmi lesquelles figuraient des policiers et des militaires, furent mobilisées pour poursuivre les recherches. Aux alentours de midi, des hélicoptères ainsi que divers équipements furent déployés afin de soutenir les opérations. Cependant, aucune trace des garçons ne fut retrouvée. La police avait déjà entamé une enquête dans le quartier en interrogeant les habitants des maisons situées à proximité de la montagne. Grâce à ces efforts, plusieurs témoignages purent être recueillis.
Par exemple, le frère aîné de Cho Ho-young, l'un des garçons disparus, déclara qu'il faisait du vélo ce jour-là vers 9 h et qu'il passa au pied de la montagne. Selon lui, il aperçut son jeune frère accompagné de 4 autres garçons en train de monter. Lorsqu'il leur demanda où ils allaient, son frère lui répondit avec enthousiasme qu'il partait chercher des œufs de salamandre de feu. Une autre témoin, une femme, déclara à la police qu'elle avait vu les 5 garçons marcher joyeusement en direction de la montagne vers 9 h 30 du matin, après être allés voter. Selon elle, ils discutaient de la possibilité de rentrer chez eux pour déjeuner. Un autre témoin, un lycéen nommé Yoon Seong-hoon, fut également entendu par la police. Il expliqua qu'il fréquentait la même école que les garçons disparus. Cependant, Hyun affirma ne pas les avoir vus ce jour-là. Le jeune homme précisa que, ce matin-là, lui et quelques camarades de classe s'étaient également rendus dans la montagne pour chercher des œufs. D'après lui, dès qu'ils atteignirent le cimetière situé au sommet de la montagne, ils entendirent un cri d'enfant. Environ 10 secondes plus tard, ils perçurent un second cri, si terrifiant que ni Yoon ni ses amis n'osèrent aller vérifier d'où il provenait. Les parents supposèrent que ces cris pouvaient indiquer que leurs enfants avaient été victimes d'une agression. Cependant, la police rejeta immédiatement cette hypothèse, car un autre témoin affirma avoir aperçu 5 garçons au pied de la montagne vers midi. Les autorités avancèrent alors que ces cris pouvaient provenir d'oiseaux ou d'autres animaux sauvages vivant dans la région. Par ailleurs, plusieurs autres témoins apportèrent des informations supplémentaires. En particulier, un villageois âgé de 42 ans déclara avoir vu des garçons jouer près d'un étang situé à proximité du village aux alentours de 16 h 30. Quelle que fût la réalité, il convient de souligner que toutes les déclarations des témoins reposaient sur leurs souvenirs personnels et pouvaient donc être sujettes à des imprécisions. De plus, ces incohérences risquaient d'avoir une incidence considérable sur l'ensemble de l'enquête. Initialement, la police supposa que tous les garçons étaient en conflit avec leurs parents, qu'ils s'étaient enfuis de chez eux et qu'ils étaient incapables de retrouver leur chemin. Cependant, les parents rejetèrent catégoriquement cette version, affirmant que leur famille avait toujours été harmonieuse et compréhensive. Les garçons n'avaient donc aucune raison de quitter leur foyer. Par ailleurs, il était établi que le plus âgé des 5 garçons, Woo Chul-won, était âgé de 13 ans, tandis que le plus jeune, Kim Jong-sik, n'en avait que 9. Il paraissait donc peu probable qu'un groupe d'enfants d'âge aussi différent ait pu s'enfuir ensemble. En conséquence, la police commença à envisager la thèse d'un crime, qui aurait pu être l'œuvre d'une personne connue des parents des garçons. Toutefois, après un examen approfondi de cette hypothèse, elle conclut que les familles des enfants étaient honnêtes, jouissaient d'une bonne réputation et entretenaient des relations normales avec leurs voisins. Autrement dit, aucune d'entre elles n'avait de différend avec les habitants du quartier, et encore moins de raison de commettre un acte aussi cruel envers des enfants. Compte tenu de ces éléments, la police s'orienta vers la piste de l'enlèvement. Le 29 mars, soit 3 jours seulement après la disparition des garçons, le père et l'oncle de Kim Jong-sik reçurent un appel téléphonique provenant d'un inconnu. Celui-ci affirmait avoir kidnappé les garçons et réclamait une rançon de 4 millions de won sud-coréens, soit environ 2850 $ au taux de change actuel. Kim Joo-hwan, le père de Kim Jong-sik, rassembla l'argent assez rapidement et se rendit à l'endroit convenu, mais personne ne s'y présenta. L'appelant ne donna plus jamais signe de vie. Pendant ce temps, un jeune homme qui habitait l'une des maisons voisines et qui, peu avant, était sorti pour réprimander les enfants et leur demander d'aller jouer ailleurs, disparut également. La police fit alors l'objet de vives critiques de la part du public pour n'avoir pas agi à temps et pour avoir manqué ce que l'on appelle le créneau en or dans la recherche des enfants. Dans un premier temps, la nouvelle de l'incident ne se répandit qu'à Daegu et dans les régions avoisinantes. Cependant, la disparition des garçons fut ensuite relayée par tous les grands médias, attirant ainsi l'attention de l'ensemble de la population. Les premiers rapports indiquaient qu'ils étaient partis dans la montagne pour attraper des grenouilles, ce qui leur valut le surnom de « garçons grenouilles ». Le 1er avril, soit 6 jours après l'incident, les parents firent imprimer plus de 50 000 brochures d'information, distribuées dans les gares, aux arrêts de bus et dans d'autres lieux très fréquentés de Daegu. Ils offrirent également une récompense de 20 millions de won sud-coréens, soit environ 1 400 $ au taux de change actuel, pour toute information permettant de les retrouver.
Au fil du temps, l'enquête prit une tournure de plus en plus sérieuse et finit par attirer l'attention du président sud-coréen de l'époque, Roh Tae-woo. Profondément préoccupé par cet événement, il ordonna personnellement à la police d'employer tous les moyens à sa disposition pour retrouver les enfants et élucider les causes de leur disparition. À la suite de cet ordre, la police et l'armée procédèrent à de nouvelles fouilles de la montagne et de ses environs. Chaque centimètre carré du terrain fut minutieusement inspecté. Il convient de préciser qu'à proximité de la montagne se trouvait un réservoir dans lequel un enfant s'était noyé par le passé. Beaucoup pensèrent alors que les garçons avaient pu se rendre près du réservoir après avoir joué sur la montagne et s'y être noyés. Pour vérifier cette hypothèse, les sauveteurs firent pomper toute l'eau du réservoir, mais ils ne découvrirent rien. Face à l'intérêt croissant du public, les numéros de téléphone de tous les membres des familles des garçons disparus furent rendus publics. Dans le même temps, la police plaça des dispositifs d'écoute sur ces lignes, comptant sur d'éventuels appels de personnes détenant des informations. En effet, les parents des garçons reçurent de nombreux appels, dont certains laissaient entendre des voix d'enfants. Toutefois, après avoir mené une nouvelle enquête, la police conclut que la plupart de ces appels n'étaient rien d'autre que de mauvaises plaisanteries. Elle n'exclut cependant pas la possibilité que l'un des appelants fût le véritable coupable. Plus tard, en août 1992, la police reçut un appel d'un inconnu affirmant que les garçons grenouilles étaient enterrés dans le sous-sol d'une maison. Mais lorsqu'on lui demanda des précisions, il raccrocha immédiatement. L'immeuble mentionné était le seul bâtiment de grande hauteur doté d'un sous-sol à proximité des maisons des familles des enfants disparus. La police procéda alors à une fouille minutieuse des lieux, mais ne découvrit rien. Elle conclut finalement qu'il s'agissait, une fois de plus, d'une fausse alerte. Au fil de l'enquête et des recherches approfondies, les tensions entre la police et les habitants ne cessèrent de croître. Les opérations restaient infructueuses, et les parents des garçons, tout comme de nombreux autres citoyens, étaient anéantis par l'absence totale de pistes. Néanmoins, malgré les perturbations incessantes causées par de fausses informations, la police ne perdit jamais espoir et envisagea la possibilité que les garçons soient encore en vie. Les parents des enfants, qui poursuivaient eux aussi les recherches, durent abandonner leur emploi. En mettant en commun leurs ressources, ils achetèrent un petit camion et parcoururent le pays pour distribuer des prospectus informant la population de la disparition des garçons. Des entreprises locales se portèrent volontaires pour les soutenir dans cette tâche difficile et imprimèrent les noms des enfants sur des cartes téléphoniques, des paquets de cigarettes et des emballages alimentaires. L'une d'entre elles alla même jusqu'à faire imprimer les photos des garçons sur une grande montgolfière. En novembre 1992, la police avait reçu plus de 1000 appels concernant les enfants, mais la plupart d'entre eux s'avérèrent infondés. À cette époque, un film intitulé « Come Back Frog Boys », inspiré de leur disparition, sortit sur les écrans. Après sa sortie, l'affaire suscita de nouveau une vive émotion et devint le principal sujet de discussion à travers tout le pays. En raison du manque de nouvelles informations et de l'enlisement de l'enquête, diverses rumeurs commencèrent à circuler au sein de la population sur ce qui aurait réellement pu se passer. Certains pensaient que les garçons avaient été enlevés par des espions nord-coréens, d'autres soupçonnaient qu'ils souffraient de la maladie de Hansen. Bien que ces hypothèses fussent hautement improbables, la police les examina toutes avec soin. Avec le temps, l'affaire s'effaça peu à peu de la mémoire collective. En janvier 1996, Kim Ka-won, professeur et expert en psychologie criminelle à l'Institut coréen des sciences et technologies avancées, fit une déclaration choquante. Selon lui, les garçons grenouilles auraient été assassinés par Kim Chil-kyu, le père de Kim Jong-sik, et enterrés sur le terrain de sa maison. Indigné par ces accusations, Kim Chil-kyu affirma avec force qu'il n'aurait jamais pu commettre un acte aussi odieux envers son propre fils et ses amis. Néanmoins, l'Institut coréen des sciences et technologies avancées, où exerçait le professeur Kim à l'époque, accorda du crédit à ses propos. En raison de la réputation de l'établissement, la police décida de fouiller la maison de Kim Chil-kyu afin de vérifier s'il avait un lien avec la disparition des garçons. Voici la déclaration de Kim Chil-kyu face à cette décision. « Perdre un enfant est une douleur indescriptible et depuis lors, je lutte sans relâche pour survivre. Et aujourd'hui, on m'accuse d'avoir tué mon propre fils et d'avoir enterré son corps dans ma propre maison. C'est absurde. » Après avoir vérifié la version des faits avancés par le professeur, la police procéda à l'excavation et à la démolition partielle de la maison du père de Kim Jong-sik. À ce moment-là,
De nombreux habitants et journalistes s'étaient déjà rassemblés à l'extérieur, impatients de découvrir si Kim Chil-kyu était impliqué dans la disparition des garçons. Les policiers fouillèrent minutieusement chaque recoin de la maison, de la salle de bain au patio, en passant par les placards. Environ 2 heures après le début de la démolition, il ne restait plus que des décombres. À la surprise générale, la police ne découvrit aucune preuve tangible. Peu après cet épisode, le professeur Kim fut vivement critiqué par l'opinion publique. En conséquence, la direction de l'Institut le révoqua de ses fonctions de professeur et engagea des poursuites judiciaires contre lui pour diffamation. Malgré cela, il persista à défendre sa thèse et alla jusqu'à publier un ouvrage sur le sujet. Quant au père de Kim Jong-sik, bien qu'il eût été innocenté, il demeura profondément marqué par cette épreuve. Pour surmonter son traumatisme, il sombra dans l'alcoolisme et finit par succomber à un cancer du foie en octobre 2001. Selon ses proches, il était auparavant en parfaite santé et passionné de sport. Cependant, le chagrin lié à la perte de son fils et les années d'alcoolisme eurent un effet dévastateur sur sa santé. En septembre 2002, soit 11 ans et demi après la disparition des garçons, une première avancée fut réalisée dans l'enquête. Le 26 septembre, la police de Daegu reçut un signalement d'un sexagénaire de la région. Celui-ci déclara qu'il se rendait régulièrement en randonnée dans la montagne pour y ramasser des châtaignes, utilisant un bâton pour retourner la terre. À mi-parcours, il découvrit ce qui semblait être des vêtements partiellement enfouis dans le sol. Poussé par la curiosité, il creusa davantage et fut stupéfait de mettre au jour un crâne humain. La veille, la police avait déjà reçu un signalement similaire d'un autre homme affirmant avoir trouvé des restes humains dans la montagne. Comme la zone avait été ratissée à plusieurs reprises et que la police avait été confrontée à plusieurs fausses alertes, cet appel avait été dans un premier temps considéré comme une mauvaise plaisanterie. Cependant, après avoir reçu le second signalement, les autorités se rendirent immédiatement sur place. En inspectant une fosse peu profonde, les policiers mirent au jour 4 amoncellements de restes squelettiques recouverts d'une pierre assez grande et lourde. Une 5e série de restes fut ensuite découverte à environ 150 mètres de là. Ils correspondaient aux 5 garçons disparus. 3 des crânes présentaient des perforations plus ou moins importantes. Les vêtements, également extraits du sol, avaient été ôtés des corps et noués d'une manière particulièrement inhabituelle. Malgré l'état de décomposition avancé des dépouilles, les familles parvinrent à reconnaître les vêtements que leurs enfants portaient le jour de leur disparition. Peu après, la police présenta une nouvelle version des faits, selon laquelle les garçons seraient restés sur la montagne jusque tard dans la soirée. On supposa qu'ils s'étaient égarés et qu'ils n'avaient pas réussi à regagner leur domicile. Cette hypothèse fut toutefois rejetée par les familles des enfants, qui affirmèrent qu'ils avaient l'habitude de se promener sur la montagne et qu'ils en connaissaient parfaitement les environs. De plus, la montagne n'était pas très haute et même de nuit, les lumières des maisons situées au pied étaient clairement visibles depuis son sommet, ce qui rendait l'idée d'une perte d'orientation peu crédible. Il convient également de noter qu'à proximité du lieu où les restes des garçons furent découverts, plus de 10 douilles provenant de différents types d'armes à feu furent retrouvées. Il est difficile d'affirmer si ces éléments avaient un lien avec l'affaire, étant donné qu'un champ de tir militaire, appartenant à la 50e brigade d'infanterie de la 2e division de l'armée sud-coréenne, se trouvait à proximité de la montagne. Néanmoins, la police soupçonna un temps que les garçons avaient pu être victimes d'accidents causés par des balles perdues. Cette piste fut toutefois rapidement abandonnée, car il semblait hautement improbable que 5 enfants aient été atteints simultanément par des tirs accidentels. D'ailleurs, aucun témoin n'a rapporté avoir entendu des coups de feu ce jour-là. Au fur et à mesure de l'analyse des restes, il apparut que les marques relevées sur les crânes des victimes ne correspondèrent pas aux lésions habituellement causées par des projectiles d'armes à feu. On supposa également que les garçons avaient eux-mêmes empilé les douilles en jouant sur la montagne. Par la suite, l'action précipitée de la police et les fouilles, largement relayées par les médias, suscitèrent de nouvelles critiques de la part du public qui accusa les autorités d'avoir tiré des conclusions hâtives et fait preuve d'un manque de professionnalisme. Ces critiques n'étaient guère surprenantes. Après avoir examiné un seul ensemble de restes squelettiques, la police conclut que l'hypothermie était la cause du décès de tous les garçons. Plus tard, une équipe d'experts médico-légaux de l'Université nationale procéda à un examen plus approfondi et constata que les os de Park Chan-in et de Cho Ho-young ne présentaient aucun dommage. Il ne fut donc pas possible de déterminer la cause exacte de leur décès. Les 3 autres garçons, à savoir Kim Jong-sik, Kim Yong-gyu et Woo Cheol-won,
présentaient quant à eux de multiples blessures crâniennes, notamment de petites fractures et des perforations. Kim Jong-sik souffrait également d'une fracture au bras gauche. Woo Cheol-won, le plus âgé des 5, était celui qui avait subi le plus de sévices. Ses restes présentaient environ 25 lésions. Malheureusement, les experts ne purent établir l'heure précise du décès des garçons, bien qu'il soit probable qu'il ait eu lieu le jour de leur disparition. Le point essentiel est que les experts médico-légaux conclurent que tous les garçons avaient été assassinés. Après de nombreux tests et comparaisons de données, les enquêteurs parvinrent à identifier l'outil à l'origine de la majorité des blessures. Il s'agissait d'un instrument de construction doté d'une extrémité pointue et d'une extrémité plate, couramment utilisé pour racler les scories de soudure. Bien que cet outil fût peu répandu à l'époque, il faisait partie des équipements indispensables à tout soudeur. Malgré cette découverte, il s'avéra difficile d'identifier l'auteur du crime sur la seule base de cet indice. Sur la base de tous les éléments recueillis, la police parvint à reconstituer le déroulement approximatif des événements de cette journée. Il semblerait que les garçons soient montés dans la montagne, où ils auraient partagé un pique-nique avant de partir à la recherche d'eux. À un moment donné, ils auraient été attaqués par un inconnu. Woo Cheol-won, âgé de 13 ans et doyen du groupe, aurait tenté de résister et aurait subi les blessures les plus graves. Kim Jong-sik tenta de s'enfuir, mais fut rattrapé par son agresseur qui le frappa violemment par derrière. Lorsque Kim leva instinctivement le bras gauche pour se protéger, l'agresseur lui asséna un second coup, cette fois fatal. Kim Yong-gyu tenta lui aussi de fuir, mais alors qu'il se débattait, son agresseur le saisit par la manche et lui asséna plusieurs coups à la tête d'un seul mouvement. Peu après la mort des 3 premiers garçons, l'agresseur s'en prit à Park Chan-in et Cho Ho-young, les empêchant ainsi de s'échapper. Il leur ôta leurs vêtements et en fabriqua une longue corde avec laquelle il les étrangla. Ce serait la raison pour laquelle leurs os ne présentaient aucun signe visible de traumatisme. Après avoir tué les 5 garçons, l'agresseur enterra leur corps dans une fosse peu profonde et plaça une grosse pierre par-dessus. Il s'agissait peut-être d'une manière de marquer l'endroit où ils avaient été ensevelis. Par ailleurs, la police n'exclut pas la possibilité que l'agresseur soit revenu sur les lieux du crime ou qu'il ait résidé à proximité de la montagne. D'une manière générale, les actes de l'agresseur semblaient mêler préméditation et impulsivité. Le choix de l'arme du crime constituait un indice de préméditation, tandis que la brutalité soudaine de l'attaque suggérait que les garçons avaient probablement été des victimes accidentelles. Il est également établi que les enfants n'avaient pas prévu de se rendre à la montagne ce jour-là. En outre, le meurtre simultané de 5 personnes, malgré leur jeune âge, représentait un acte extrêmement complexe et risqué, ce qui renforçait l'idée que l'auteur n'avait pas choisi ses victimes à l'avance. Quoi qu'il en soit, l'analyse de l'affaire par les experts a suscité un vaste débat public. De nombreuses personnes se sont interrogées sur l'absence, sur les lieux du crime, de cheveux et de dents des victimes, éléments biologiques connus pour leur lente décomposition. Cela a conduit à de nouvelles hypothèses selon lesquelles l'endroit où les restes ont été découverts ne serait peut-être pas la scène du crime d'origine. Par ailleurs, les nœuds ayant servi à attacher les vêtements des enfants étaient inhabituels et ne correspondaient pas aux pratiques courantes. Certains se sont également demandé pourquoi la police, malgré des recherches minutieuses menées plusieurs années auparavant, n'avait pas réussi à localiser les dépouilles. Selon certaines théories, les corps auraient été initialement enterrés beaucoup plus profondément et n'auraient été mis au jour qu'après des années d'érosion, de pluies abondantes et de glissements de terrain. D'autres estiment, au contraire, que les dépouilles auraient pu être déplacées vers le sommet de la montagne bien après l'achèvement des opérations de recherche par la police et l'armée. Dans l'ensemble, cette théorie semble cohérente, car la montagne était à l'époque largement désertée. En ce qui concerne l'identité du tueur potentiel, une hypothèse a été formulée selon laquelle les garçons auraient pu être les victimes d'une personne souffrant de graves troubles mentaux. Toutefois, certains citoyens ont également souligné que le moment du crime coïncidait avec la période électorale, ce qui pourrait indiquer un contexte politique. Les garçons auraient été la cible d'individus cherchant à semer le chaos au sein de la société sud-coréenne. Il convient également de mentionner qu'une petite grotte artificielle, dotée d'une entrée secrète étroite mais suffisamment large pour permettre à une personne d'y pénétrer, a été découverte ultérieurement à proximité du lieu présumé du crime. Divers objets ainsi que des denrées alimentaires ont été retrouvés à l'intérieur de la grotte, laissant penser que quelqu'un y avait élu domicile. Selon les informations figurant sur certains emballages,
les produits alimentaires dataient de l'année 2000. Cela pourrait indiquer que l'occupation de la grotte a commencé bien après les meurtres. En mars 2006, le délai de prescription légale de 15 ans applicable aux affaires criminelles est arrivé à son terme. Même si l'auteur du crime venait à être identifié, il ne pourrait donc plus être poursuivi en justice. À la même époque, une nouvelle rumeur a commencé à circuler, selon laquelle les assassins pourraient être des membres d'une famille vivant au pied de la montagne. Cette famille aurait eu un enfant atteint d'un handicap mental et aurait élevé un grand chien de chasse. Ce dernier était habituellement tenu en laisse, mais, le jour de l'incident, la famille l'aurait laissé sortir pour aller réparer sa niche. Le fils n'aurait pas réussi à maîtriser correctement le chien, qui, à un moment donné, aurait attaqué les garçons. Craignant d'être puni, la famille aurait alors décidé de tuer les enfants, puis aurait déménagé et gardé le secret pendant de nombreuses années. Selon cette même rumeur, le remords aurait poussé l'un de ses membres à tout révéler à une de leurs nouvelles connaissances. Cette histoire s'est largement répandue dans les médias et de nombreuses personnes y ont cru. Toutefois, il ne s'agit que d'une rumeur qui n'a jamais été étayée par des preuves fournies par la police. En février 2011, un nouveau film intitulé The Children, inspiré de l'affaire des Frog Boys, est sorti sur les écrans de télévision, remettant ainsi l'affaire sur le devant de la scène. En 2015, la police a annoncé la clôture de l'enquête, et le débat public s'est progressivement apaisé avec le temps. Toutefois, en 2021, un commentaire publié sur les réseaux sociaux a ravivé l'intérêt pour l'affaire. Bien que le raisonnement avancé fût quelque peu étrange et superficiel, l'auteur du commentaire affirmait que le coupable pourrait être un professeur d'école. Il semblerait que celui-ci ait bien connu la géographie des lieux. À l'époque, dans le contexte social sud-coréen, il était courant que les enseignants aient recours au châtiment corporel pour discipliner les élèves, ce qui leur permettait, d'une certaine manière, d'exercer un certain contrôle sur eux. Après avoir pris connaissance de ces arguments, certains journalistes ont décidé de mener leur propre enquête et ont finalement conclu que cette hypothèse était totalement infondée. Un an plus tard, une nouvelle théorie a émergé sur un autre réseau social, selon laquelle la véritable arme du crime aurait été un pied à coulisses et l'auteur, un lycéen d'un établissement voisin. Une enquête plus approfondie a révélé que des incidents s'étaient effectivement produits aux abords de la montagne, au cours desquels des lycéens avaient utilisé cet outil lors de bagarres. Il est également apparu que certains d'entre eux se réunissaient fréquemment sur la montagne pour boire et passer du temps ensemble. Sur cette base, un journal local a émis l'hypothèse selon laquelle les garçons auraient pu être attaqués par un groupe de lycéens plus âgés. Cependant, cette théorie a elle aussi suscité la controverse. De nombreuses critiques ont souligné que les blessures relevées sur les crânes des victimes ne correspondaient pas aux marques qu'aurait laissées un pied à coulisses. De plus, de telles blessures auraient nécessité l'utilisation d'un objet de plus de 30 cm de longueur. Certes, il est possible de se procurer des pieds à coulisses de cette taille dans le commerce. Toutefois, ces outils sont faciles à remarquer et difficiles à transporter discrètement. Par conséquent, la probabilité que cette hypothèse soit fondée a été jugée extrêmement faible. Aujourd'hui encore, la disparition des Frog Boys demeure un événement douloureux pour l'ensemble de la population sud-coréenne. Cette affaire a mis en évidence de graves défaillances au sein du système national de sécurité publique et a tiré la sonnette d'alarme sur la nécessité de renforcer les mécanismes fondamentaux de protection de l'enfance. Par ailleurs, de nombreux parents ont vécu dans la peur, redoutant en permanence que leurs propres enfants ne soient confrontés à des dangers similaires. D'août 1961 à mai 1962, Stanley Milgram, célèbre psychologue américain, mena une série d'expériences controversées dans le domaine de la psychologie sociale. Leur objectif était de déterminer jusqu'à quel point des individus pouvaient obéir aveuglément à une autorité, même lorsque les ordres reçus allaient à l'encontre de leurs principes moraux. Pour l'une de ces expériences, Milgram recruta un groupe de 40 personnes. Chacune d'elles devait appuyer sur le bouton d'un appareil censé administrer une décharge électrique à un individu situé dans une autre pièce, chaque fois que celui-ci répondait incorrectement à une question. Cet individu, en réalité un comédien, simulait la douleur. Au fil de l'expérience, la majorité des participants augmentèrent progressivement l'intensité des décharges, allant jusqu'au niveau maximal, simplement parce qu'une figure d'autorité présentée comme experte les y incitait.
À l'issue de l'étude, Milgram conclut que, dans un contexte d'obéissance, les individus ont tendance à se déresponsabiliser de leurs actes. Il supposa qu'en exécutant des ordres explicites, ils cessent de se percevoir comme des agents autonomes et deviennent de simples instruments au service de la volonté d'autrui. Et si le cas que je m'apprête à évoquer semble illustrer de manière exemplaire ce type de comportement, il révèle aussi comment, dans des circonstances similaires, certains ont attribué à l'obéissance des pulsions qui leur appartenaient en propre. Le mardi 26 octobre 1965, la police d'Indianapolis reçut un appel téléphonique émanant d'un adolescent de 15 ans se présentant sous le nom de Richard Hobbs. Au bout du fil, il signala le décès d'une jeune fille prénommée Sylvia Likens, survenue au 3850, rue East New York. Incapable d'expliquer précisément les circonstances du drame, Hobbs affirma néanmoins avoir tout tenté pour la ranimer. Les policiers se rendirent aussitôt à l'adresse indiquée, une maison occupée par la famille Baniszewski, composée de plusieurs membres. Gertrude Baniszewski, âgée de 36 ans, y vivait avec ses 7 enfants, Paula, 17 ans, Stéphanie, 15 ans, John, 12 ans, Mary, 11 ans, Shirley, 10 ans, James, 8 ans, et Dennis, 18 mois. 2 autres adolescentes, Jennifer, 15 ans, et Sylvia Likens, 16 ans, logeaient également dans la maison. Peu après leur arrivée, les agents découvrirent le corps sans vie de Sylvia Likens étendu sur un matelas dans le sous-sol. L'état du cadavre les bouleversa immédiatement. La jeune fille présentait de nombreuses contusions récentes, des lésions graves, un traumatisme crânien, des lèvres écrasées, des fractures aux jambes, ainsi que plusieurs brûlures profondes provoquées par des cigarettes. Sur l'abdomen, une marque en relief semblait représenter soit le chiffre 3, soit la lettre S. Non loin de là, les enquêteurs relevèrent une inscription gravée à l'aide d'un objet tranchant qui disait « Je suis une prostituée et fière de l'être ». Tous les membres de la famille Baniszewski ainsi que Jennifer Likens, la sœur de la victime, et Richard Hobbs, l'adolescent à l'origine de l'appel téléphonique, furent interrogés en priorité. Tous livrèrent une version identique des faits. Selon leur déclaration, Sylvia Likens vivait avec sa sœur dans la maison depuis le mois de juin 1965. À cette époque, leurs parents travaillaient dans des foires itinérantes et parcouraient l'État pour des engagements professionnels. D'après le témoignage de Gertrude Baniszewski, Sylvia serait sortie la veille au soir avec un groupe de garçons. Le lendemain matin, Gertrude affirma l'avoir retrouvée allongée sur le seuil de la maison, vêtue de façon sommaire et couverte de multiples blessures. Toujours selon elle, en la découvrant, elle l'aurait immédiatement transportée à l'intérieur. Bien que partiellement consciente, Sylvia aurait été capable de rédiger un mot décrivant ce qui lui était arrivé. Gertrude ajouta que peu après, la jeune fille aurait perdu connaissance avant de succomber à ses blessures. Autant que l'on sache, le texte de cette note était adressé aux parents de Sylvia Likens et indiquait qu'elle était sortie avec un groupe d'hommes qui lui avaient promis de l'argent en échange de services destinés à les aider à se sentir bien. Elle expliquait être montée dans leur voiture, où ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, avant de la battre violemment et de lui infliger de nombreuses blessures. Ces hommes auraient également gravé une inscription sur son ventre en la traitant de prostituée. Elle reconnaissait ensuite avoir tout fait pour mettre Gertrude en colère, en précisant qu'elle lui avait causé des ennuis, qu'elle l'avait contrainte à dépenser beaucoup plus d'argent qu'elle ne le pouvait pour s'occuper d'elle, et qu'elle avait endommagé un matelas neuf en urinant dessus. Elle ajoutait que Gertrude avait dû payer plusieurs factures médicales hors de sa portée, et qu'elle avait aussi causé beaucoup de stress aux enfants de la maison. Bien que tous les membres de la famille aient confirmé cette version des faits, la sœur de Sylvia, prénommée Jennifer, s'approcha discrètement de l'un des agents de police et le supplia de la faire sortir de cette maison. C'est alors qu'elle lui confia que sa sœur avait été victime de sévices pendant plusieurs mois, infligés non seulement par Gertrude Baniszewski, mais aussi par ses enfants aînés ainsi que par plusieurs garçons du voisinage. À la suite de ces révélations, tous les protagonistes mentionnés furent arrêtés et conduits au commissariat pour y être interrogés. Peu de temps après, une autopsie fut pratiquée sur le corps de Sylvia. Son état choqua profondément même les experts médico-légaux les plus expérimentés. Plus d'une centaine de blessures distinctes furent relevées, parmi lesquelles des plaies ouvertes, des ecchymoses, des entailles, des hématomes, des fractures osseuses et des brûlures causées par des cigarettes. Le corps présentait également des signes marqués de déshydratation et une malnutrition avancée. Au vu de l'ensemble de ces éléments,
les spécialistes conclurent que la mort de Sylvia résultait d'une dénutrition sévère combinée à une hémorragie cérébrale provoquée par un violent coup porté à la tête, survenu environ 1 heure avant la découverte du corps par les forces de l'ordre. Quelques mois plus tard, en décembre 1965, Gertrude Baniszewski, ses 2 filles Paula, 17 ans, et Stéphanie, 15 ans, ainsi que son fils John, 12 ans, furent officiellement inculpés de meurtre. L'affaire fit l'objet d'un immense scandale public et fut qualifiée par la presse de dossier criminel le plus effroyable de son époque. Grâce aux témoignages croisés des principaux protagonistes, des voisins et de plusieurs autres témoins, les enquêteurs parvinrent à reconstituer avec une grande précision les faits ayant conduit à la mort de Sylvia Likens. Mais avant d'entrer dans le cœur du dossier, il convient de s'interroger sur les circonstances qui ont conduit Sylvia et sa sœur Jennifer à se retrouver dans cette maison. Selon plusieurs rapports, Sylvia et Jennifer étaient les filles de Lester et Betty Likens, un couple marié travaillant dans les foires itinérantes et sillonnant régulièrement l'État. Durant son enfance, Jennifer fut atteinte de poliomyélite, ce qui freina la croissance de l'une de ses jambes. Elle avait donc besoin d'une assistance constante et passait la majorité de son temps auprès de sa sœur Sylvia, qui veillait sur elle. Au début de l'année 1965, une violente dispute éclata entre les parents. Betty quitta alors le domicile familial avec ses filles. Peu de temps après, elle fut arrêtée et brièvement incarcérée. Sylvia et Jennifer se retrouvèrent livrées à elles-mêmes. Quelque temps plus tard, un ami commun leur présenta Paula Baniszewski, une adolescente de 17 ans, qui leur proposa de venir loger chez elle. À cette époque, la maison des Baniszewski était déjà connue dans le quartier pour accueillir un grand nombre d'enfants et d'adolescents. Beaucoup d'entre eux n'avaient aucun lien familial avec Gertrude, mais fréquentaient régulièrement la maison car elle les autorisait à fumer et à consommer de l'alcool. Bien que Gertrude se fût montrée dans un premier temps réticente à héberger les 2 sœurs, elle finit par accepter. Quelques jours plus tard, le père des 2 filles, Lester Likens, apprit qu'elle logeait chez Gertrude Baniszewski et se rendit à son domicile pour s'assurer qu'elles allèrent bien. Au cours de leur échange, Gertrude lui affirma qu'elle pouvait continuer à s'occuper des sœurs, à condition de recevoir 20 $ par semaine afin de couvrir les frais liés à leur hébergement. Les premiers jours se déroulèrent sans incident. Cependant, la situation se détériora rapidement. Lorsque Lester tarda à effectuer le paiement promis, Gertrude entra dans une violente colère et s'en prit physiquement aux 2 jeunes filles. À partir de ce moment-là, elle commença à les punir fréquemment, souvent sous des prétextes futiles ou sans fondement. Elle paraissait particulièrement irritée par Sylvia, qu'elle accusait régulièrement de négliger son hygiène personnelle et de mener une vie dissolue. Bien entendu, aucune preuve ne venait étayer ces accusations, mais Gertrude se montrait de plus en plus hostile et agressive à l'égard de la jeune fille. Des Badger Bimint. En août 1965, un couple marié, Raymond et Phyllis Vermillion, emménagea avec ses enfants dans le même quartier que la famille Baniszewski. Peu après leur arrivée, Phyllis se mit à la recherche d'une baby-sitter pour ses enfants et entendit parler de sa voisine, connue pour héberger plusieurs adolescents à la fois. Elle décida de lui rendre visite afin de mieux la connaître. À cette période, la situation financière de la famille Baniszewski était extrêmement précaire. Tous souffraient de malnutrition sévère et ne se nourrissaient que de pain et de soupe. Le foyer manquait de vaisselle, obligeant chacun à attendre son tour pour manger. La maison était en outre insalubre et dégageait une forte odeur de renfermé. Mais ce qui frappa le plus Phyllis fut la présence d'une jeune fille maigre et réservée, arborant un œil au beurre noir. Gertrude, ayant perçu son regard insistant, lui révéla que la jeune fille s'appelait Sylvia et précisa qu'elle n'avait, selon elle, jamais été qu'une source d'ennui. Alors qu'elle quittait la maison, Phyllis fut témoin d'une scène violente. Paula, l'une des filles de Gertrude, s'approcha de Sylvia et lui lança une tasse d'eau chaude au visage. Choquée, Phyllis décida aussitôt qu'elle ne laisserait jamais ses enfants dans ce lieu. Il convient toutefois de souligner que Sylvia ne fut pas uniquement victime des agissements de Gertrude et de sa fille Paula. Elle était également fréquemment maltraitée par les autres enfants de la famille, notamment Stéphanie et John Baniszewski. Mais en octobre 1965, la situation se détériora de manière dramatique. Les accusations selon lesquelles Sylvia mènerait une vie dissolue se multiplièrent.
Gertrude en vint à frapper systématiquement les parties génitales de la jeune fille à chaque reproche formulé à son encontre. Apparemment, Gertrude était convaincue que Sylvia propageait des rumeurs affirmant que ce n'était pas elle, mais ses propres filles, Paula et Stéphanie, qui adoptaient un comportement inapproprié. Elle évoqua même ce sujet avec le petit ami de l'une d'elles. Lorsque Coy Hubbard, un adolescent de 15 ans, en fut informé, il décida de donner une leçon à Sylvia et la battit violemment. À cette époque, Gertrude commença également à faire courir des bruits selon lesquels Sylvia aurait tenu des propos dégradants sur les garçons du quartier. Elle invitait certains d'entre eux chez elle, les encourageant à se venger de la jeune fille. Elle-même semblait recourir aux formes de punition les plus cruelles. Un jour, elle brûla le corps de Sylvia à l'aide de plusieurs cigarettes à la fois. Peu après, les autres commencèrent à l'imiter. À ce stade, Sylvia avait complètement abandonné sa scolarité. Cela n'avait rien de surprenant compte tenu de son état physique, qui s'était considérablement détérioré. Son visage et son corps étaient couverts de blessures, et Gertrude lui interdisait régulièrement de s'alimenter, ce qui contribuait à l'affaiblir jour après jour. À la mi-octobre 1965, Sylvia quitta la maison pour tenter de récupérer quelques bouteilles vides, espérant ainsi gagner un peu d'argent afin de se nourrir. Lorsqu'elle rentra avec quelques pièces en poche, Gertrude l'accusa aussitôt de vol. Elle la força à se déshabiller devant plusieurs adolescents présents, puis l'obligea à insérer une bouteille dans son vagin. Quelques jours plus tard, Sylvia urina accidentellement sur le matelas où elle dormait. Ce geste involontaire pourrait avoir été la conséquence directe des sévices infligés à ses parties génitales. À la suite de cet incident, Gertrude et ses enfants aînés décidèrent de l'enfermer dans la cave. Avant cela, Sylvia fut contrainte une nouvelle fois à se déshabiller et on lui interdit l'accès aux toilettes. Tandis qu'elle tentait de se laver, on la força à s'immerger dans une bassine d'eau bouillante. Elle fut également projetée dans l'escalier et ses plaies furent frottées au sel. À chaque fois qu'elle exprimait sa faim, on lui saisissait la main pour l'obliger à ingérer ses propres excréments. Mais l'un des aspects les plus troublants de cette affaire demeure le fait que plusieurs adolescents furent témoins en même temps des sévices infligés à Sylvia. Et bien que la majorité d'entre eux ait fini par y participer activement, certains en parlèrent à leurs parents. Toutefois, ces derniers refusèrent de les croire ou minimisèrent la gravité des faits. Il fut néanmoins établi qu'une infirmière s'était rendue au domicile de la famille Baniszewski le 15 octobre. Gertrude lui présenta la jeune fille en précisant qu'il s'agissait de Sylvia Likens, puis expliqua que la plupart des blessures qu'elle portait résultaient, selon elle, d'un accident domestique. Elle affirma également que Sylvia se prostituait régulièrement et vivait parfois dans la rue. L'infirmière, ne disposant d'aucune preuve immédiate permettant de contester ces déclarations, n'eut d'autre choix que de les accepter et quitta finalement la maison. Un autre individu qui fréquentait régulièrement la maison des Baniszewski était Richard Hobbs, ce même adolescent de 15 ans qui avait alerté la police peu après la mort de Sylvia. Il fut supposé qu'il existait une forme de lien particulier entre lui et Gertrude. Bien que cela n'ait jamais été formellement établi, plusieurs témoignages indiquent que Gertrude lui portait une attention singulière. Un jour, alors que Hobbs se trouvait de nouveau dans la maison, Gertrude lui demanda de participer à la punition de Sylvia. Aux côtés de Paula, John, Shirley, Stéphanie et du petit ami de cette dernière, Coy Hubbard, il aida à attacher les poignets de la jeune fille. Gertrude s'empara ensuite d'une bouteille en verre avec laquelle elle infligea des blessures supplémentaires à Sylvia. Puis, elle donna l'ordre de chauffer une aiguille afin de marquer son corps. Selon tous les témoins présents, juste après cet acte de violence, la jeune fille fut envoyée dans le sous-sol où Coy Hubbard poursuivit les sévices. Plus tard, la sœur de Sylvia, Jennifer, déclara à la police que, cette nuit-là, la jeune fille paraissait aussi faible que d'habitude. Le lendemain, Gertrude manifesta une certaine inquiétude quant à son état. Apparemment, elle prit conscience qu'elle risquait d'avoir des ennuis si Sylvia venait à mourir sous son toit. C'est dans ce contexte qu'elle força littéralement la jeune fille à rédiger une note à l'attention de ses parents, les informant qu'elle avait été blessée par des garçons qu'elle fréquentait. Peu de temps après, Sylvia tenta pour la première fois de s'échapper. Mais son extrême faiblesse physique permit à Gertrude de la rattraper et de la maîtriser sans difficulté. Par la suite, cette dernière tenta de lui faire manger des beignets, mais Sylvia, incapable d'avaler, les recracha. Gertrude entra alors dans une violente colère et la battit de nouveau. Un peu plus tard, le lundi 25 octobre, Sylvia fut à nouveau frappée, cette fois par Gertrude, ses enfants et plusieurs adolescents.
Le soir même, Coy Hubbard et Stéphanie Banisewski la poussèrent dans l'escalier menant au sous-sol où elle resta inconsciente pendant plusieurs heures. Selon les experts médico-légaux, il est fortement probable que la chute dans l'escalier ait provoqué l'hémorragie cérébrale à l'origine du décès de Sylvia, aggravée par son extrême fragilité physique. Le mardi 26 octobre, lorsque Stéphanie Banisewski et Richard Hobbs tentèrent de donner un bain à Sylvia dans l'espoir de la ranimer, ils constatèrent qu'elle ne respirait plus. Peu après, Gertrude donna l'ordre à Hobbs de contacter la police. Il semble qu'elle comptait sur la note écrite sous la contrainte par la victime pour écarter les soupçons à son encontre. Cependant, à l'arrivée des agents, Jennifer, la sœur de Sylvia, raconta discrètement à l'un d'eux ce qu'il s'était réellement passé, et ce malgré les menaces de mort dont elle avait été l'objet. Comme mentionné précédemment, Gertrude Banisewski, ses filles Paula et Stéphanie, son fils John, ainsi que Richard Hobbs et Coy Hubbard furent les premiers à être arrêtés. D'autres adolescents impliqués dans les sévices furent également interpellés par la suite. Dans l'ensemble, l'affaire Banisewski bouleversa l'opinion publique à l'échelle nationale. Il sembla inconcevable à la grande majorité des personnes suivant le procès qu'un groupe aussi important d'adolescents ait pu participer à un crime d'une telle cruauté sans manifester ni compassion ni remords. De surcroît, tous cherchèrent, d'une manière ou d'une autre, à faire porter la responsabilité à la victime elle-même. Richard Hobbs, qui accepta de coopérer avec les enquêteurs dès le début de l'instruction, affirma avoir agi correctement, convaincu que Sylvia avait insulté sa propre mère. John et Stéphanie Banisewski, tout comme Coy Hubbard, exprimèrent peu, voire aucune empathie envers la jeune fille, adoptant une attitude similaire à celle de Hobbs. Paula Banisewski, quant à elle, était enceinte au moment de son arrestation. Elle semblait davantage préoccupée par sa santé et celle de son enfant à naître que par les conséquences judiciaires de ses actes. Dans un premier temps, Gertrude Banisewski tenta de rejeter l'entière responsabilité sur ses enfants aînés et leurs amis. Toutefois, elle finit par reconnaître sa propre implication directe dans les tortures et les mauvais traitements infligés à Sylvia, tout en affirmant souffrir de troubles mentaux. Il est également important de rappeler que Gertrude Banisewski naquit sous le nom de Gertrude Nadine Van Fossan dans l'État de l'Indiana, le 19 septembre 1929. Elle était le troisième enfant d'une fratrie de 6. Peu d'éléments sont connus concernant son enfance. Toutefois, il est généralement admis qu'elle entretenait des relations difficiles avec sa mère. À l'âge de 11 ans, elle assista au décès brutal de son père, victime d'un arrêt cardiaque. Cet événement la marqua profondément. Gertrude entretenait une relation étroite avec son père et le fait d'avoir dû continuer à vivre seule avec sa mère eut un effet durablement négatif sur elle. Cette dernière était réputée pour son extrême sévérité et son tempérament autoritaire. Elle accusait fréquemment sa fille de mener une vie jugée immorale, ce qui renforça leur antagonisme. À l'âge de 16 ans, Gertrude quitta définitivement l'école et épousa un jeune homme du nom de John Banisewski, son aîné de 2 ans. Le couple eut 4 enfants. Toutefois, il serait difficile de qualifier leur foyer de véritablement harmonieux. John était décrit comme un homme grossier et violent qui insultait fréquemment Gertrude et la maltraitait physiquement. Après une dizaine d'années de vie commune, ils divorcèrent. Peu de temps après, Gertrude entama une relation avec un certain Edward Guthrie, avec lequel elle s'installa brièvement. Leur union ne dura pas, et en 1963, elle se réconcilia avec son premier mari. Ensemble, ils eurent 2 nouveaux enfants. Mais cette tentative de reconstruire une vie conjugale échoua également. En 1964, alors âgée de 35 ans, Gertrude entama une nouvelle relation avec un jeune homme de 23 ans, Dennis Lee Wright, dont elle eut un 7e enfant. Il apparut par la suite que Wright s'intéressait avant tout à la location en espèces que Gertrude percevait pour ses enfants. Il quitta rapidement le domicile et ne revint jamais. Tout au long du procès, les avocats de Gertrude Banisewski insistèrent sur la difficulté de son parcours personnel. Selon eux, leur cliente souffrait de graves troubles mentaux ainsi que de divers problèmes de santé, au point d'être trop affaiblie pour pleinement comprendre la nature des événements qui l'entouraient. Ces arguments, toutefois, ne suffirent pas à écarter sa responsabilité. Gertrude Banisewski fut reconnue coupable et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Paula Banisewski fut également déclarée coupable et condamnée à la prison à vie, alors qu'elle était enceinte au moment du verdict.
Coy Hubbard et Richard Hobbs furent, eux aussi, reconnus coupables et écopèrent d'une peine de 21 ans de réclusion. Il convient de noter que Richard Hobbs est décédé d'un cancer du poumon environ 4 ans après sa condamnation. Un autre accusé, John Baniszewski, fut reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 21 ans de prison. Quant à sa sœur, Stéphanie Baniszewski, elle ne fut poursuivie que pour complicité criminelle et fut condamnée à une peine d'1 an de détention. Et bien que plusieurs experts aient décrit Gertrude Baniszewski, tout au long de l'enquête et du procès, comme une femme violente, instable et animée d'une cruauté sadique, elle adopta en détention un comportement jugé parfaitement normal. En 1985, la Commission des libérations conditionnelles la présenta comme une détenue exemplaire, décrite dans ses rapports comme une femme gentille, saine et stable, faisant de son mieux pour se réinsérer dans la société. Dans ce contexte, et malgré l'indignation persistante de l'opinion publique, Gertrude Baniszewski obtint sa libération conditionnelle près de 20 ans après son incarcération. Cette décision provoqua une vive controverse, d'autant plus que plusieurs organisations communautaires avaient recueilli, à cette occasion, plus de 50 000 signatures demandant qu'elle reste en prison. À sa sortie, début décembre 1985, elle accepta publiquement l'entière responsabilité de ses actes et exprima ses regrets, déclarant ressentir de profonds remords pour les souffrances infligées à Sylvia Likens. Gertrude Baniszewski est décédée d'un cancer du poumon le 16 juin 1990, à l'âge de 60 ans. Au-delà des détails macabres qui rendent cette affaire particulièrement sordide, ce fut surtout la facilité avec laquelle un groupe aussi important de jeunes gens participa à des actes d'une cruauté extrême qui bouleversa l'opinion publique. L'adhésion collective à une violence aussi abominable contre un être humain sans défense reste, encore aujourd'hui, difficile à comprendre. En ce qui concerne Gertrude, plusieurs éléments suggèrent que son comportement violent pourrait avoir été influencé par un état mental instable. Elle semblait souffrir d'une dépression profonde, probablement aggravée par ses échecs affectifs successifs. Certains observateurs ont également émis l'hypothèse qu'elle nourrissait une forme de jalousie envers Sylvia Likens, jeune, belle et pleine de vie, tout ce que Gertrude ne se sentait plus être. Cette frustration latente aurait pu la pousser à reproduire, inconsciemment ou non, les abus qu'elle-même avait subis de la part de sa propre mère. L'inscription gravée sur le ventre de Sylvia apparaît, dans cette perspective, comme une projection directe de cette jalousie et un acte de domination symbolique. Le cas du tueur en série belgo-hongrois András Pandi est sans doute l'un des plus troublants de l'histoire européenne. L'ampleur réelle de ces crimes continue de susciter des interrogations, probablement en raison à la fois de sa capacité personnelle à dissimuler ses actes aux yeux des autres et de la négligence des autorités chargées de l'application de la loi. Dans le même temps, l'affaire András Pandi a provoqué une vive émotion au sein de l'opinion publique et donné lieu à de nombreux débats sur l'efficacité de la police ainsi que sur la méfiance envers les grandes figures religieuses. Elle a également mis en lumière de graves lacunes du système judiciaire et de la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection des enfants et les atteintes à leur intégrité sexuelle. Le dimanche 20 octobre 1996, plus de 300 000 personnes défilèrent dans les rues du centre de Bruxelles, capitale de la Belgique. Cette manifestation historique, connue internationalement sous le nom de Marche blanche, fut l'une des plus importantes protestations contre l'intervention inefficace et tardive du gouvernement dans l'enquête sur plusieurs crimes flagrants. L'un de ces crimes était l'affaire très médiatisée du psychopathe Marc Dutroux, accusé de l'enlèvement, de l'agression sexuelle et du meurtre de plusieurs jeunes filles mineures au milieu des années 90. Dutroux devint ainsi non seulement le tueur en série le plus tristement célèbre de l'histoire de la Belgique, mais il contribua également à révéler une série d'erreurs graves de la part des autorités, erreurs qui lui permirent, ainsi qu'à d'autres criminels, de poursuivre leurs activités pendant des années. Dans le même temps, le fait que les disparitions des victimes de Marc Dutroux n'aient pas fait l'objet d'une enquête approfondie sapa la confiance du public dans la plupart des institutions de l'État, ainsi que dans le système judiciaire dans son ensemble. Peu après cet événement, des sources d'informations indépendantes s'accordèrent à dire que Marc Dutroux aurait pu être lié à un groupe de personnes influentes,
voire bénéficier du patronage du gouvernement et de la police. Marc Dutroux fut arrêté le 13 août 1996, et ce fut à ce moment-là que ses antécédents criminels choquèrent la majorité des habitants du pays. Comme je l'ai mentionné précédemment, de nombreux Belges perdirent confiance dans les autorités et la célèbre Marche blanche devint non seulement un symbole d'unité populaire, mais établit également une nouvelle norme quant à la manière dont les autorités doivent traiter des questions graves, telles que les cas de maltraitance d'enfants. Après cette manifestation, qui fit immédiatement la une de la plupart des publications mondiales, la commission parlementaire belge décida de rouvrir les enquêtes sur certains cas de disparition. À peu près à la même époque, les autorités prirent connaissance d'une déclaration extrêmement troublante faite en 1992 par une femme de 33 ans, Agnès Pandy. Elle savait qu'elle avait porté plainte contre son père biologique pour atteinte à son intégrité sexuelle, ainsi que pour avoir sollicité l'intimité de sa demi-sœur Timéa. Agnès avait également signalé la disparition mystérieuse d'autres membres de sa famille. Elle mentionna notamment sa belle-mère, Edith Fintor, ainsi qu'une autre demi-sœur, Andrea, sa mère biologique, Ilona Sores et ses frères, Daniel et Zoltan. Il fut révélé plus tard que le père d'Agnès était Andras Pandy, un pasteur bien connu de l'Église protestante unie et un membre respecté de la communauté ecclésiastique locale. Bien que les allégations fussent sérieuses, les officiers de police se montrèrent quelque peu sceptiques quant aux déclarations d'Agnès. Selon eux, elle semblait nerveuse au moment de sa déposition, et certains de ses propos apparaissaient contradictoires. Quoi qu'il en soit, Pandy fut interrogé par la police et nia toute implication dans ces événements. Selon certains rapports, Andras Pandy signala pour la première fois la disparition de sa seconde épouse, Edith Fintor, et de leur fille Andrea, âgée de 14 ans, en 1986. Il déclara avoir découvert que sa femme lui avait été infidèle, ce qui expliquerait selon lui qu'elle ait emmené leur fille commune et se soit enfuie en Allemagne pour vivre avec son amant. Quant à sa première épouse, Ilona Sores, Pandy affirma qu'elle était retournée en Hongrie, emmenant avec elle leur fils, Daniel et Zoltan. Pour prouver qu'ils étaient toujours en vie, Andras Pandy présenta plusieurs photographies prétendument prises par Ilona elle-même. Par ailleurs, il fournit également des lettres, soi-disant écrites par la femme et leurs enfants communs, ainsi que des cartes postales prétendument envoyées depuis Israël, les États-Unis et le Brésil. Enfin, Pandy déclara qu'Agnès souffrait de troubles mentaux, qu'elle était amoureuse de lui et jalouse de ses relations avec d'autres femmes. Quoi qu'il en soit, les policiers crurent aux paroles de Pandy. Dès le lendemain, Agnès elle-même retira sa plainte. Par conséquent, presque tout le monde au poste de police oublia l'affaire. Cependant, l'un des policiers, l'inspecteur Tamazi, ne crut pas aux explications de Pandy et avoua même à un collègue qu'il pensait que le pasteur était impliqué dans la disparition de ses proches. Toutefois, lorsque les supérieurs de Tamazi en furent informés, ils lui ordonnèrent de mettre de côté ses soupçons et de se concentrer sur les affaires courantes. Rien d'étonnant à cela. Comme je l'ai mentionné, Andras Pandy était un membre influent de la communauté religieuse locale, tandis que sa fille Agnès paraissait instable. Ironiquement, à peu près à la même époque, des ouvriers municipaux qui reconstruisaient un canal non loin de l'une des maisons de Pandy, en plein cœur de Bruxelles, découvrirent une poignée d'ossements humains. Bien entendu, personne ne chercha alors à relier ces restes aux proches disparus du pasteur. De manière générale, l'affaire semblait oubliée. Cependant, plusieurs années plus tard, l'inspecteur Tamazi accorda une brève interview à un journal hongrois, dans laquelle il déclara que, pendant tout ce temps, il avait poursuivi sa propre enquête, en dépit des ordres de ses supérieurs. Bien qu'il ait personnellement contacté le département hongrois des personnes disparues, aucune nouvelle information concernant le lieu où se trouvaient les membres de la famille Pandy ne fut découverte. À la fin de l'année 1996, après le retentissant scandale de l'affaire Dutroux, Tamazi estima qu'il était temps d'ouvrir une enquête plus approfondie. Il étudia donc à nouveau les archives et, après des semaines de travail acharné, parvint à découvrir qu'Edith Fintor, la seconde épouse du pasteur, avait encore de la famille en Belgique. Cependant,
Juste avant que Tamasi ne tente de les retrouver, il fut victime d'un grave accident de voiture et dut être hospitalisé. Cette fois-ci, ce furent les autorités belges elles-mêmes qui décidèrent de rouvrir officiellement l'enquête sur l'affaire Andras Pandy. Il est important de noter qu'Agnès, qui avait fait sa déclaration au sujet de son père environ 5 ans plus tôt, fut relativement facile à retrouver. Elle travaillait alors au département cartographique de la célèbre bibliothèque royale belge Albert Ier. Finalement, le procureur général de la police judiciaire de Bruxelles prit contact avec Agnès et la convoqua pour témoigner. Cette fois-ci, Agnès admit que les membres de sa famille n'avaient pas disparu, comme elle l'avait précédemment affirmé, mais qu'ils avaient été assassinés par elle-même et son père. Ces déclarations suscitèrent naturellement le scepticisme des policiers. Toutefois, ils ne tardèrent pas à comprendre qu'ils étaient confrontés à un cas aussi horrible que celui de Marc Dutroux. Selon Agnès, en août 1986, son père tua sa seconde épouse, Edith Fintor, ainsi que 3 de ses enfants, Daniel, Zoltan et Andrea. Agnès admit également avoir participé au meurtre de son propre frère, Daniel, et avoir tué sa mère biologique, Ilona Sores. Bien qu'Agnès ait reconnu avoir été la complice de son père dans la plupart des crimes, une disparition demeurait étrangère à son implication, celle de sa sœur Thunder, survenue en 1990. Selon le témoignage d'Agnès, 3 des victimes furent tuées d'une balle dans la tête, tandis que les autres furent matraqués à l'aide d'un simple marteau. Leurs corps furent ensuite démembrés dans la cave de l'une des maisons. Les restes furent placés dans une baignoire et dissous avec un produit destiné au nettoyage des égouts, agissant presque comme de l'acide. Ce qui subsistait des corps fut ensuite transporté dans un abattoir voisin, où les restes furent découpés comme de la viande de porc, puis jetés dans des sacs avec d'autres déchets. Elle déclara également que pendant toutes ces années, elle vécut dans une véritable terreur avec son fils et ses 3 autres frères et sœurs, et que son père avait commencé à adopter un comportement inapproprié dès qu'elle eut atteint l'âge de 11 ans. Selon ses dires, en plus d'elle, l'homme incita également sa demi-sœur, Timéa, à entretenir des relations déplacées avec lui, et toutes 2 tombèrent enceintes à la suite de ces abus. Le témoignage d'Agnès était si bouleversant que la police se rendit immédiatement au domicile de Pandy pour l'arrêter. Le même jour, les médias montrèrent le pasteur de 70 ans, escorté hors de sa maison par les forces de l'ordre. Et malgré les menottes passées à ses poignets, son expression faciale demeurait étrangement imperturbable. La Belgique se retrouva ainsi une nouvelle fois confrontée à une affaire de disparitions multiples et d'atteintes graves aux droits des enfants. Quant à Andras Pandy, il naquit le 1er juin 1927 à Chop, une ville qui faisait alors partie de la Tchécoslovaquie. Malheureusement, je ne dispose d'aucune information sur son enfance et sa jeunesse. Je sais seulement qu'il fut élevé dans une famille religieuse et qu'après avoir terminé ses études secondaires, il poursuivit des études de théologie. Dans une interview ultérieure, ses anciens camarades de classe déclarèrent qu'il s'agissait d'une personne calme et distante, avec laquelle il était difficile d'échanger ne serait-ce que quelques mots. Pourtant, il obtenait d'excellentes notes. Selon certaines sources, Andras aurait rencontré sa première épouse, Ilona Sores, au milieu des années 1950. En 1956, après l'échec de la révolution hongroise contre le régime communiste en place, le couple se réfugia en Belgique. Peu après, Andras devint pasteur de la congrégation protestante hongroise de Bruxelles et professeur de religion à l'Église protestante unie. Bien que Pandy n'ait jamais été particulièrement communicatif, il possédait sans aucun doute un pouvoir de persuasion considérable pour influencer ses paroissiens. Il reçut ainsi des dons extrêmement généreux qui lui permirent d'acheter plusieurs terrains à Bruxelles. Le 28 janvier 1958, Andras et son épouse eurent leur premier enfant, Agnès. Elle fut suivie par 2 garçons, Daniel, né en 1961, et Zoltan, né en 1966. Peu après la naissance de Zoltan, le couple connut ses premiers problèmes sérieux. En d'autres termes, la relation entre Andras et Ilona commença à se détériorer rapidement. Cela n'a rien de surprenant.
Pandy avait toujours été une personne froide et autoritaire, nourrissant des pensées paranoïaques et adoptant une attitude méprisante envers les membres de sa famille. Il contrôlait chaque détail de leur vie, leur dictant comment penser, regarder, s'exprimer et s'habiller. Vers la fin de l'année 1966, András rompit avec Ilona, l'accusant d'infidélité. Elle finit par retourner en Hongrie avec ses 2 plus jeunes enfants, laissant Agnès à la charge de son père. Comme indiqué précédemment, lorsque la fillette eut 11 ans, l'homme commença à adopter un comportement gravement inapproprié envers elle, sous prétexte de la préparer à l'âge adulte. En réalité, Pandy était un prédateur manipulateur, incapable de se limiter à ses agissements. Il recherchait également des contacts avec d'autres femmes qu'il rencontrait par le biais des pages rencontres des journaux hongrois. Au début des années 1970, Pandy fit la connaissance d'Edith Fintor, une femme mariée ayant 3 filles issues de 2 unions précédentes. Timéa, âgée de 15 ans, Tunde, 8 ans, et Andrea, 7 ans. Au départ, leur relation resta secrète, mais en 1979, Edith décida de quitter son mari pour épouser Pandy. Par la suite, le couple eut 2 autres enfants, un garçon, nommé András Jr., et une fille, Reka. Si, de l'extérieur, le couple semblait toujours uni et heureux, la réalité au sein du foyer était bien différente et marquée par l'autorité absolue exercée par András Pandy. Vers 1984, Pandy recommença à montrer des signes de comportement tyrannique et déplacé. Il avait continué à exercer son emprise sur Agnès au fil des années et, à un moment donné, il commença également à s'en prendre à sa belle-fille, Timéa. En 1986, cette dernière tomba enceinte de Pandy, ce qui provoqua un grave conflit au sein de la famille. Sous l'influence de son père et poussée par la jalousie, Agnès tenta d'agresser Timéa en la frappant à la tête avec une barre de fer. Heureusement, la jeune fille ne fut que légèrement blessée. À sa sortie de l'hôpital, elle se rendit immédiatement chez le commissaire pour porter plainte, mais sa démarche n'aboutit à aucune suite. Selon certaines sources, Agnès aurait été manipulée par son père, qui lui aurait fait croire que la grossesse de sa demi-sœur menaçait de détruire leur famille, et qu'il serait préférable de régler le problème ensemble. Malheureusement, je ne dispose d'aucune preuve formelle à ce sujet. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'à cette époque, Agnès était elle-même enceinte de son père. Afin d'éviter tout problème judiciaire, Pandy décida de l'envoyer chez sa mère en Hongrie. Quoi qu'il en soit, quelques mois plus tard, Timéa donna naissance à un enfant. Fatiguée des mauvais traitements et sentant que sa vie était en danger, elle se réfugia chez des parents éloignés vivant à Vancouver. Elle se maria ensuite et s'installa en Hongrie avec son mari et son fils. Après tous les traumatismes qu'elle avait subis, Timéa ne reprit plus jamais contact avec les membres de son ancienne famille. Cependant, avant même de partir pour le Canada, la jeune fille confia à sa mère que son enfant était le résultat d'atteintes répétées à son intégrité commises par son beau-père. Cette révélation provoqua plusieurs disputes violentes entre Edith et Pandy. Peu après ces querelles, la femme et sa seconde fille, Andrea, disparurent soudainement. À première vue, Pandy semblait sincèrement troublé par le départ inexpliqué de sa femme. Lors de ses conversations avec ses connaissances, il affirmait qu'Edith était partie avec un autre homme. Pandy leur montra même un télégramme prétendument signé par Edith, dans lequel elle disait ne plus vouloir avoir de contact avec lui. En réalité, il avait tué sa femme et sa belle-fille peu de temps auparavant, avec l'aide de sa fille Agnès, revenue spécialement de Hongrie. Quelque temps plus tard, en 1988, Agnès retourna avec son fils dans la capitale belge pour vivre à nouveau avec son père. Après son retour, elle raconta à d'autres membres de la famille que sa mère et ses frères étaient partis en France pour une courte période et qu'ils envisageaient de s'installer en Amérique du Sud. Cependant, ces propos n'avaient aucun sens car ils avaient en réalité été assassinés de sang-froid. La dernière disparition d'un membre de cette famille dysfonctionnelle eut lieu en 1990. À cette époque, Pandy vivait avec Agnès et leur fils commun, ainsi qu'avec 3 autres enfants, András Jr., Reka et Tunde, qui allait devenir la prochaine victime.
Dans sa déclaration ultérieure, Agnès expliqua qu'un jour, son père les avait envoyés en vacances, restant seule à la maison avec Tunde. À leur retour, la jeune fille avait disparu. Finalement, Pandit affirma qu'elle avait commencé à se comporter de manière étrange et qu'il avait été contraint de la chasser de la maison. Bien que la disparition de 6 membres de la famille du pasteur ait suscité l'inquiétude dans son entourage, personne n'osa soupçonner quoi que ce soit d'étrange. Les explications de Pandit semblaient toujours convaincantes, et il bénéficiait d'un grand respect en raison de son statut de représentant d'une institution aussi importante que l'Église. Peu après l'arrestation d'Andras Pandit en octobre 1997, la police obtint un mandat de perquisition pour ses propriétés. La tâche n'était évidemment pas facile car Pandit avait récemment acquis plusieurs appartements et maisons. De plus, il refusa de coopérer à l'enquête. À la fin du mois d'octobre de la même année, une première perquisition eut lieu dans l'une de ces maisons. La première chose que les enquêteurs remarquèrent en entrant fut un mur entièrement éclaboussé de taches rouges suspectes. Plus tard, dans la cave de cette maison, ils découvrirent des dents humaines, plusieurs rotules, de petits fragments d'autres ossements ainsi qu'une urne entièrement remplie de cendres. Il ne fait aucun doute que ces découvertes étaient particulièrement macabres. Mais le plus troublant est que les experts médico-légaux déterminèrent que les restes retrouvés appartenaient à 7 femmes différentes, âgées de 35 à 55 ans, et à un jeune homme âgé de 18 à 23 ans. Ces résultats ne correspondaient ni aux témoignages d'Agnès, ni aux descriptions des membres disparus de la famille Pandit, ce qui laisse supposer l'existence d'autres victimes inconnues jusqu'alors. Par ailleurs, plusieurs armes à feu, dont 3 fusils et 4 pistolets, furent retrouvées dans la même maison. Toutes ces armes étaient dissimulées dans un compartiment secret aménagé sous le toit. Lors de l'inspection d'une autre maison, les enquêteurs découvrirent de nouveaux restes humains, notamment un fémur gauche et un fragment de bassin. À la fin du mois d'octobre, de gros morceaux de chair furent également retrouvés dans 2 réfrigérateurs d'une autre propriété appartenant à Pandit. Quelques semaines plus tard, les analyses confirmèrent qu'il s'agissait bien de restes humains. À la suite de cette découverte, les autorités belges et hongroises lancèrent une nouvelle enquête conjointe. Elles émirent l'hypothèse qu'Andras Pandit pourrait être lié à une 60aine de cas de disparition signalés au cours de la dernière décennie. Par ailleurs, la police découvrit qu'au fil des ans, l'homme avait publié de nombreuses annonces dans les pages rencontres de journaux hongrois, utilisant de faux noms et de fausses professions. À l'aide de ces annonces, Pandit invitait des femmes à de prétendues lunes de miel européennes. Il les rencontrait généralement en Hongrie, où il se rendait régulièrement pour visiter sa maison d'été située au bord du Danube. Il semble toutefois qu'il ait également conduit certaines d'entre elles jusqu'en Belgique. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que les restes humains découverts dans ces maisons appartiennent à certaines des femmes ayant répondu à ces annonces. Au fil du temps, la police hongroise retrouva plusieurs témoins féminins importants qui avaient été en contact avec Pandit de cette manière. Quelques mois avant que l'affaire ne soit révélée, 2 Hongroises avaient répondu à l'une des annonces publiées par Pandit et s'étaient rendues chez lui, à Bruxelles. À leur arrivée, elles découvrirent que toutes les informations figurant dans l'annonce n'étaient qu'un mensonge. Cependant, elles furent contraintes de rester avec lui, sous la menace. À partir de ce moment-là, il fit d'elles des domestiques temporaires, les obligeant à lui préparer ses repas et à effectuer diverses tâches ménagères. Après une semaine passée dans la maison, Pandit leur proposa de l'épouser, mais elles refusèrent catégoriquement et exigèrent de rentrer en Hongrie. À leur grande surprise, l'homme accepta et elles purent regagner leur pays saines et sauves. Cependant, il était évident que toutes les femmes ayant répondu à ces annonces n'avaient pas eu autant de chance. Peu après l'arrestation d'Andras Pandit, l'affaire fit l'objet d'une vaste médiatisation. La presse européenne le surnomma « Barbe bleue », en référence au conte de Charles Perrault, dans lequel le protagoniste tue ses épouses et cache leur corps dans une pièce secrète. À peu près à la même époque, un autre pasteur d'une église hongroise de Belgique, ancien collègue de l'accusé, fit une série de déclarations publiques lors d'une émission de télévision locale.
Il affirma que Pandit avait effectivement traité sa première épouse comme une servante et confirma que l'homme avait eu des relations avec au moins 20 femmes différentes ayant répondu à ses annonces. Quelque temps plus tard, de nouvelles informations apparurent, compliquant encore davantage le dossier d'Andras Pandit et montrant clairement qu'il était prêt à déployer des efforts inimaginables pour dissimuler ses crimes odieux. Il s'avéra que les autorités belges avaient obtenu les déclarations des parents de plusieurs enfants, affirmant avoir rencontré Pandit entre 1992 et 1996. Selon eux, le pasteur leur aurait proposé que leurs enfants jouent le rôle de ses propres enfants dans un film qu'il prétendait réaliser sur sa vie. Ainsi, Pandit parvint à présenter ses enfants à diverses connaissances, leur faisant croire qu'il s'agissait réellement de ses enfants. Grâce à cette tromperie, le pasteur réussit à convaincre plusieurs personnes qu'elles avaient vu ses enfants encore en vie, alors qu'en réalité, ces derniers étaient déjà morts. On apprit également que Margit Magyar, l'une des 2 dernières femmes que Pandit tenta de séduire, déclara que, lors d'une visite chez lui, il lui avait présenté 2 jeunes filles d'une vingtaine d'années. Selon ses dires, Pandit prétendait qu'il s'agissait de ses filles, Andrea et Tunde, alors qu'elles étaient déjà décédées. Tous ces éléments montrent que Pandit avait eu recours à de tels stratagèmes à plusieurs reprises afin de jeter le doute sur la disparition des membres de sa famille. Au début du mois de novembre 1997, la police hongroise annonça qu'elle disposait de suffisamment de preuves pour inculper officiellement Pandit. À peu près au même moment, les autorités policières belges exprimèrent des doutes quant à l'identité du pasteur. Selon une version, le détenu n'était peut-être pas Andras Pandit, mais son frère cadet, Andras étant supposé être décédé en Hongrie en 1956. Bien que cette hypothèse fût effectivement intrigante, elle ne fit jamais l'objet d'une enquête approfondie par les autorités d'aucun des 2 pays. Dans la seconde moitié du mois de novembre de la même année, Agnès fut formellement accusée d'avoir participé activement au meurtre de ses proches. Elle aurait également été liée à la disparition d'une fillette de 12 ans en 1993, dont la mère entretenait à l'époque une relation avec Andras Pandit. Le 26 novembre 1997, un journal hongrois rapporta que le pasteur avait, par le passé, pris en charge un certain nombre d'orphelins roumains. Ce processus aurait été rendu possible grâce à une organisation caritative qu'il aurait fondée, appelée IDNAP. Comme vous l'avez peut-être deviné, cet acronyme n'est rien d'autre que le nom de famille du pasteur écrit à l'envers. Les autorités des 2 pays émirent l'hypothèse que Pandit utilisait également cette organisation pour collecter des fonds destinés à l'achat de propriétés à Bruxelles. Quant à tous ces enfants, leur sort demeure inconnu. Il est possible qu'ils aient tous été victimes de meurtres. Dans les mois qui suivirent, l'enquête se poursuivit. En janvier 1998, les résultats de l'analyse ADN des fragments d'ossements humains retrouvés dans l'une des maisons de Pandit furent enfin disponibles. Ils révélèrent que ces restes n'appartenaient à aucun membre de sa famille. À cette date, il fut établi qu'Andras Pandit et sa fille Agnès étaient impliqués dans au moins 14 meurtres. Le 18 février 2002, Andras Pandit compara pour la première fois devant un tribunal belge. Il était accusé d'avoir assassiné ses 2 épouses, Ilona Sores et Edith Fintor, ainsi que 4 de ses 8 enfants, Daniel, Zoltan, Tunde et Andrea. Il fut également inculpé d'infractions graves contre l'intégrité sexuelle de mineurs. Il est important de noter que Pandit demeura silencieux tout au long du procès. Il n'intervint qu'une seule fois pour nier personnellement les accusations et affirmer que tous les membres de sa famille étaient encore en vie, prétendument placés sous la protection d'une mystérieuse société secrète. À mon avis, le moment le plus choquant du procès fut celui où les médecins légistes, agissant en tant qu'experts pour l'accusation, présentèrent un enregistrement reconstituant le processus de dissolution de restes humains. Dans le cadre de cette expérience judiciaire, de véritables parties d'un corps humain, appartenant à une personne décédée de mort naturelle et ayant fait don de son corps à la science, furent utilisées. Ces tissus furent plongés dans une cuve remplie d'une solution chimique destinée à déboucher les canalisations
et se décomposèrent presque instantanément en une substance brune et mousseuse. Enfin, le 6 mars 2002, un tribunal belge condamne Andras Pandy à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Dans le cas de sa fille aînée, Agnès, les procureurs requirent une peine de 29 ans d'emprisonnement. Cependant, ses avocats plaidèrent en faveur de la clémence, arguant qu'elle avait vécu toute sa vie sous l'influence tyrannique de son père, qui non seulement l'avait maltraitée, mais l'avait également contrainte à commettre des actes odieux. Selon la défense, Agnès aurait dû être condamnée à une peine de 21 ans d'emprisonnement pour sa complicité dans les meurtres de ses proches et pour la tentative d'homicide sur sa sœur Timéa. Concernant son avenir, Andras Pandy purgea sa peine dans une prison de la ville belge de Louvain. En 2007, à l'occasion de son 80e anniversaire, il fut transféré à la prison de Bruges en raison de la dégradation de son état de santé. 6 ans plus tard, Pandy tenta d'obtenir une libération conditionnelle après avoir appris qu'un autre criminel notoire, Marc Dutroux, avait déposé une demande similaire auprès des autorités. Cependant, sa demande fut rejetée. On sait qu'Andras Pandy est décédé de mort naturelle en décembre de la même année. De son côté, sa fille Agnès fut libérée de prison en 2010. Depuis lors, elle vit dans un couvent, à l'écart de la société. Sans aucun doute, Andras Pandy correspondait parfaitement à la définition d'un psychopathe égocentrique animé par une incroyable folie des grandeurs. Au sein de la communauté religieuse, il se présentait comme un chef spirituel charismatique, tandis qu'à la maison, il se comportait comme un véritable tyran, utilisant persuasion, tromperie et coercition pour atteindre ses objectifs personnels. Bien que Pandy n'ait jamais avoué ses crimes, il est probable qu'il les ait commis sous l'emprise d'une obsession pour le contrôle total. Malheureusement, le nombre exact de ses victimes demeure inconnu. Toutefois, les autorités belges et hongroises estiment qu'il pourrait avoir été impliqué dans la mort d'environ 60 personnes. La plupart des restes humains retrouvés dans ses propriétés n'ont jamais pu être identifiés, et le sort des orphelins roumains qu'il avait pris en charge reste à ce jour inexpliqué.